Vous vous apprêtez à jouer votre première game de Maneuver, vous êtes au bon endroit. Maneuver est un jeu à deux publié par GMT Games en 2008 et qui oppose deux armées dans un setting générique à l'époque napoléonienne. Dans cet exemple-là, j'ai setupé les Français contre les Prusses, mais il y a six autres armées qui viennent dans la boîte. Les armées sont toutes différentes, tant au niveau des unités, de leur deck de cartes qui est vraiment unique. Les leaders qui sont dedans, puis donc, c'est un jeu avec énormément d'asymétrie. Euh, Au début d'une game, vous allez commencer par choisir aléatoirement qui est le premier joueur. Le premier joueur a la première responsabilité de choisir. Le jeu vient avec 24 tuiles de terrain 4 par 4 comme ça, qui sont vraiment toutes différentes. Le premier joueur en prend 4 de son choix, les oriente comme il veut, puis il va créer un battlefield qui n'est pas sans rappeler un échiquier, puisqu'au final, en mettant justement les tuiles 2 par 2 comme ça, vous allez vous retrouver avec un terrain de 8 par 8 qui ressemble étrangement à un échiquier, puis qui, je dois dire, fait changement des fameux hexagones qu'on est habitué de voir dans les wargames. Ensuite, le deuxième joueur va choisir parmi les 8 nations qu'il y a dans la boîte lesquelles deux nations vont s'affronter. Une fois que c'est fait, le premier joueur va choisir une de ces deux nations-là, puis il va la jouer. Donc le deuxième joueur est pogné avec l'autre faction. Mais par exemple, le deuxième joueur a un assez gros avantage, c'est qu'il peut choisir, maintenant que le terrain a été fait, puis qu'on sait quelles sont les deux nations qui s'affrontent, le deuxième joueur choisit quel côté du terrain il va défendre, autrement dit. Quel côté du terrain va être son board edge parmi là, les quatre côtés qui sont disponibles. Fait que si le premier joueur fait ça un peu tout croche ou fait exprès pour avantager un côté plutôt que l'autre, vous pouvez être sûr que le deuxième joueur va sauter sur ce côté-là pour que ça devienne son board edge. Ensuite, chaque faction vient avec un deck, comme je disais, unique de 60 cartes. Ces decks-là sont shufflés. Chaque joueur pige les 5 premières cartes de son deck, ça devient sa main de cartes. Et voyant ça, au cas où ça fasse une différence, en commençant par le premier joueur va setuper ses 8 unités. Toutes les nations commencent avec 8 unités. Le premier joueur va setuper ses 8 unités. Il peut les setuper dans les deux premières rangées de son propre board edge. Voyant ça, le deuxième joueur fait lui aussi son setup de la même façon en plaçant ses 8 unités sur les deux premières rangées de son board edge. Puis après ça, c'est le joueur numéro un qui commence. Comment ça fonctionne? C'est un petit jeu, ça se joue très très vite. Euh, Peut-être, mettons, une heure ou deux, là, très très vite en termes de board game. La toute première chose qu'on fait dans notre tour, ce qui est un peu weird au début, mais qui éventuellement va vraiment prendre de l'importance, là, la toute première chose que vous devez faire dans votre tour, c'est décider si vous voulez défausser certaines cartes. Vous pouvez défausser, là, à la limite, de zéro à toutes les cartes que vous avez en main. Fait que là, on rappelle, vous commencez la game avec vos 5 cartes. Habituellement, vous allez les garder, mais que sais-je. Peut-être que vous voulez en défausser. Après avoir fait ça, vous repigez jusqu'à temps que vous ayez 5 cartes en main. Fait que comme je disais, si vous avez collissé vos 5 cartes aux poubelles, vous pouvez repiger 5 nouvelles cartes drette là. Ensuite, vous devez, c'est obligatoire, puis au début, on se demande pourquoi c'est obligatoire, puis à un moment donné, au fur et à mesure que la bataille avance, on comprend pourquoi c'est obligatoire, puis comment ça rend le jeu intéressant, là. Mais vous devez absolument bouger une et une seule unité que vous avez. Ensuite, vous pouvez faire un et un seul combat. Encore là, ça nous change un peu des wargames habituels. Puis ensuite, c'est la phase de restauration où vous pouvez remplumer une unité qui aurait été peut-être maganée. Fait que ça, c'est l'overview du tour de jeu. Mais d'abord, comment on gagne? Il y a deux façons de gagner. La première façon, si un camp réussit à éliminer 5 unités de l'adversaire, c'est victoire automatique. Ça va arriver à l'occasion. Si ça n'arrive pas, on appelle ça l'autre type de victory condition, on l'appelle la victoire du coucher du soleil. Dans ce temps-là, les armées, une fois que le soleil descendait, là, ah bon, ben Chris, on s'en va-tu se coucher? C'est des batailles beaucoup plus rangées et ordonnées. Fait que, éventuellement, là, à force de défausser, de piger, de jouer des cartes, puis tout le kit, là, vous allez tranquillement, pas vite, passer à travers votre deck. Il y a un joueur inévitablement à un moment donné qui va épuiser son deck en premier, fait que ça c'est correct. Une fois que ça arrive, le deuxième joueur, une fois que lui a épuisé son deck, puis là, je parle pas de premier joueur, deuxième joueur comme dans le setup, là, euh, une fois qu'un des deux joueurs a passé à travers son deck, son adversaire, si lui aussi passe à travers son deck, à la fin de ce tour-là, la game se finit instantanément, le soleil se couche, bang, ça se termine à la fin de ce tour-là.
Puis là, à ce moment-là, les unités que vous avez éliminées de l'adversaire, on s'en calisse, fait que c'est quand même intéressant. Branchez-vous là, d'une condition de victoire à l'autre, là. Mais au coucher du soleil, ce qui est important, c'est combien de carrés vous contrôlez dans la zone ennemie. Puis la zone ennemie, c'est sa moitié de terrain. Fait que, par exemple, ça, d'ici à là, c'est la zone des Français. Puis d'ici à là, c'est la zone des Prusses. Puis pour contrôler un carré du côté ennemi, bien évidemment, si vous avez une unité qui est dans un carré ennemi, vous le contrôlez assurément. Puis ensuite, il y a un petit peu un principe de zone de contrôle, si on veut. Là. Fait que cette unité-là, par exemple, qui est ici, elle contrôle aussi ce carré-là, elle contrôle aussi ce carré-là, mais elle ne contrôle pas ce carré-là parce qu'il y a comme une unité française qui conteste cette affaire-là. Même principe s'il y avait une unité française qui était physiquement ici. Là. Fait que dans ce cas-là, le 32e régiment d'infanterie prusse contrôle 1, 2, 3 carrés. Fait que vous faites la somme des carrés qui sont contrôlés par un camp ou l'autre, puis celui qui en contrôle le plus gagne la game. Fait que vous avez intérêt, au fur et à mesure que la game avance et au fur et à mesure que les decks rapetissent, à faire des percées en territoire ennemi. Puis évidemment, si vous avez éliminé des unités, ça va vous aider, puis vous allez avoir moins d'unités dans les jambes, plus de marge de manœuvre, moins de chances de vous faire taper dessus. Là. Mais au final, à la fin, là, au coucher du soleil, c'est combien de carrés sont contrôlés dans la zone ennemie. Fait que si vos unités ont été pépères et sont restées vraiment là, sur vos deux rangées en arrière, là, vous n'irez pas chier très loin par rapport à ça. Alright, fait que de quoi a l'air une main de cartes typique? Bon, fait que comme je disais, chaque nation a un deck de 60 cartes. Chaque nation a 8 unités. Chaque unité a 5 cartes dans le deck. Fait que déjà là, en partant, vous avez 40 cartes sur les 60 de votre deck qui correspondent à une de vos unités. Fait que si on voit, j'ai deux cartes du 25e régiment d'infanterie, une carte du 32e, une carte des 10e Dragoons. Puis après ça, chaque nation, les 20 autres cartes, ça va être un mix. Il va y avoir des leaders, puis il va y avoir des cartes spéciales avec du texte. Puis la distribution de ces cartes-là, encore une fois, très, très différente, très, très variée d'une nation à l'autre. Il y en a qui vont être meilleurs, euh, vont avoir plus de supply, plus de possibilités d'échapper à un combat, des choses comme ça. Plus de leaders, moins de leaders, des meilleurs, des plus poches. Euh, Puis même les cartes des unités vont varier, ont beaucoup d'informations dessus là, qui vont être très très différentes d'une unité à l'autre. Comme je disais, c'est un jeu qui manque pas d'asymétrie. Comme je disais, au début, vous pouvez défausser autant de cartes que vous voulez au début de votre tour. Après ça, vous allez repiger jusqu'à temps que vous ayez 5 cartes. Après ça, vous devez déplacer une de vos unités. Comment ça fonctionne? Il y a deux types d'unités. Il y a l'infanterie, puis il y a la cavalerie. Vous vous fiez tout simplement au dessin qui est sur le carré. Puis, une règle d'or dans ce jeu-là, la diagonale, oubliez ça, c'est toujours, toujours, toujours interdit. Je ne le répéterai pas, là, mais déplacement en diagonale, tir en diagonale, tout ça, c'est interdit. Tout se fait de façon orthogonale dans ce jeu-là. Fait qu'un déplacement, c'est pas compliqué. Si vous déplacez une unité d'infanterie, elle peut se déplacer de une et une seule case. Puis si vous déplacez une unité de cavalerie, à ce moment-là, elle peut se déplacer de deux cases. Par exemple, l'escorte royale pourrait faire ça. Oups, comme ça. Mais l'escorte royale pourrait aussi, si elle part ici, elle pourrait aussi décider de faire ça comme ça. Fait que la cavalerie qui peuvent avancer de deux cases sont obligés de stopper. Ça, c'est assez curieux, je dois dire. Sont obligés de stopper s'ils bougent dans un field ou dans un marécage. Un marécage se comprend. Un field, c'est parce que ce que je trouve weird, c'est qu'ils sont pas obligés de stopper quand ils bougent dans un boisé ou quand ils bougent dans un village. Village, à la limite, tu comprends, là, mais dans un boisé, Christ, la cavalerie, tabarnak. Fait que par exemple, la cavalerie qui est ici peut faire un, deux. Ça, c'est tout à fait légal. Par contre, une cavalerie qui serait ici, puis qui veut s'en venir ici, malheureusement, si son premier mouvement l'amène dans un field, elle doit stopper. Puis le terrain sur le board, évidemment, fournit certaines caractéristiques, principalement des bonus en combat, des bonus à votre force en combat. Mais il y a d'autres petits trucs comme ça, comme les fameux champs qui empêchent là, le double déplacement. Les collines vont aussi donner un bonus à l'attaque, pas juste en défense, mais à l'attaque, parce que vous êtes un peu surélevé. Il y a des petits lacs qui sont impassables. Il y a quand même une bonne variété. Je ne les ai même pas tous les terrains dans l'exemple que j'ai fait là, mais il y a quand même une bonne variété de terrains puis de ce que ça fournit aux unités. Fait que, je rappelle, le mouvement, le déplacement d'une unité, c'est obligatoire dans votre tour.
Au début, comme je disais, c'est pas un problème. On dit, ben, câlisse, si j'avance en avant avec mes troupes, puis allons nous battre, tabarnak, on n'est pas venu ici pour se regarder de loin, là. Mais à un moment donné, comme je dis, quand vous allez avoir moins d'unités, que vos unités vont être bien placées dans des terrains, et à ce moment-là, des fois, vous allez arriver et vous allez dire, bon, ben, ça me tenterait quasiment de bouger personne, moi, tabarnak, mais vous êtes obligé de bouger une unité, ce qui représente, j'imagine, le fait que les unités étaient pas mal tout le temps en mouvement, puis rarement peut-être stationnaire. Et pour ceux qui déjà auraient l'esprit croche, là, vous n'avez pas le droit comme mouvement de dire, ben, je prends par exemple cette cavalerie-là, puis je fais un, deux. Et je reviens exactement au même endroit. Pas de backtracking permis quand vous faites du déplacement comme ça. Vous ne pouvez pas vous déplacer à travers les unités, que ce soit des unités amies ou ennemies. Fait que par exemple, la cavalerie qui est ici, qui veut bouger de deux, ne pourrait pas passer à travers les grenadiers, puis s'en venir ici. Là, c'est interdit de bouger à travers les unités, que ce soit amis ou ennemis. Puis vous ne pouvez pas évidemment occuper le même carré qu'une autre unité, encore là, peu importe que ce soit ami ou ennemi. Une fois que ça s'est fait, encore là, c'est pas la même chose que, tu sais, on est habitué des fois dans les wargames, bon, ben c'est mon tour, si je bouge tout le monde, puis j'attaque avec tout le monde, mais là, vraiment, non, un déplacement, puis pas juste ça, un seul combat aussi. Même si vous avez un paquet d'unités qui sont collées sur l'ennemi, vous allez faire un seul combat. Puis encore, pour être en mesure de déclarer un combat, vous devez avoir la carte de l'unité en question que vous voulez qui tapoche l'autre. Par exemple, le 25e régiment d'infanterie qui est ici, puis le 8e régiment légère qui est là. Fait que si c'est autour du Prusse, il pourrait dire, bon, ben, j'ai d'ici un combat avec le régiment de 25e infanterie qui est ici, puis j'attaque eux autres là. Bon, ceci dit, il y a plusieurs types de combats. Fait que le premier type de combat qu'on va voir, c'est le bombardement. Puis ça va être écrit sur la carte. Si vous avez le droit de faire ça, ça va être écrit sur la carte. Si c'est pas écrit bombarde sur la carte, vous n'avez pas le droit de faire ça. Il y a des unités qui ont des cartes de ça, il y en a d'autres qui en ont pas. Bref. Fait que là, c'est écrit bombarde, puis c'est écrit un D10. Le jeu vient avec des D6, des D8 et des D10. Quand même d'avance pour son temps. Quoique c'était déjà populaire à cause de Donjons Dragons, mais en tout cas. Quand on fait un bombardement, c'est pas compliqué. Le range d'un bombardement, c'est toujours 2. Ça vous est rappelé quand même sur la carte. Encore là, pas de diagonale. Fait que si je veux tirer à 2, ce que ça veut dire, c'est que si je tire, là, je fais un, 2. Pareil, pareil comme un déplacement. Puis là, vous aurez deviné, il y a des types de terrains qui bloquent le line of sight. Je pense les villes, les boisés, les collines et les autres unités bloquent le line of sight. Ça veut dire que si j'ai deux autres unités françaises ici, je ne pourrais pas décider, même si ça me tente beaucoup, de bombarder le 8e régiment légère parce que dans les deux cas, quand j'essaie de tracer ma line of sight, je suis obligé de passer à travers d'autres unités. Puis ça, c'est vrai que ce soit friendly ou que ce soit ennemi. Même principe ici. Range de 2, je passe à travers le village. Malheureusement, on oublie ça parce que le village bloque le line of sight. Mais par exemple, si je suis là, ça fonctionnerait. Fait que 2 de range, c'est correct. J'ai un carré de clear entre les deux. Fait que je lance autant de dés et du type qui est indiqué sur la carte. Fait que dans ce cas-là, je lance un des 10. Puis dans ce jeu-là, les D10, ça varie de 1 à 10. Dans ce jeu-là, le plus vous. De manière générale, en tout cas, quand vous attaquez, c'est sûr que vous voulez brasser le plus haut possible. La force de l'unité dans le cas d'un bombardement n'a rien à voir là-dedans. C'est uniquement la force du bombardement. Fait que là, je lance un des 10. Si je pogne euh, supérieur ou égal à la force de la target que je vise, je lui inflige un hit. Et infliger un hit dans ce jeu-là, comme dans beaucoup d'autres jeux, ça veut dire de flipper le counter puis l'unité tombe sur son côté réduit, où là, sa force est crissement affaiblie. Là. Bon, mais évidemment, c'est fait que la force de l'unité, c'est le chiffre, le seul chiffre qui est écrit sur l'unité. Fait que dans le cas d'eux autres, c'est 6, mais on considère aussi le terrain là-dedans. Fait que le boisé donne plus 2 à la force. Fait que cette unité-là a en fait 8 de force en ce moment. Fait que si je brasse le D10, il faut que je pogne 8, 9 ou 10 pour espérer y faire un hit. Si je pogne n'importe quoi d'autre, c'est that's it. Je défausse cette carte-là et ça y est, mon combat est fait. Fait que je tombe dans ma phase de restauration, on va y revenir, et puis après ça, c'est tout de suite autour du français. Fait que c'est très, très dynamique comme jeu. Puis c'est ça qu'on aime dans les jeux qui sont courts, là. C'est que, tu sais, paf, si je déplace, je fais un combat, bon, bang, c'est à toi, ben, tu défausses, tu repiges, toi aussi, tu te déplaces, toi aussi, tu fais un combat, ting, ting, ça revient à moi. Fait que c'est très, très rapide quand même comme jeu. Fait que ça, c'est pour le bombardement. 32e infanterie, où es-tu? Autre type de combat qui est très très semblable, c'est à peu près juste le range qui est différent, c'est une volée. Encore là, c'est possible uniquement si c'est écrit
en bas. Fait que là, c'est écrit ici, volée 2d6. Le range d'une volée, c'est 1. Fait que vous devez être collé sur votre adversaire. Autrement, c'est la même calice d'affaires. Fait que dans ce cas-là, il faudrait que je lance 2d6. Il faudrait que je pogne 8 ou plus pour espérer infliger un hit au 8e régiment légère. Fait que ça, c'est des types de combats qu'on va voir qui sont pas mal moins interactifs. Là. C'est comme, bon, ben, je suis en range, parfait, tac, je joue la carte. Si t'as pas un hostie de mot à dire, toi, le défenseur, je lance le dé ou les dés auxquels j'ai droit, j'essaye de battre ta force, puis haha, si je réussis, je te flippe. Les combats qui sont pas mal plus interactifs, c'est les combats de type assaut. C'est les combats qui arrivent le plus souvent, là. Vraiment les combats plus au corps à corps, là, de mêlée, si on veut. Là. Fait qu'ici, j'ai 25e infanterie régiment qui attaque encore là 8e régiment légère. Et là, vous voyez, c'est pas écrit bombarde, c'est pas écrit volée, mais c'est écrit attaque sur toutes les cartes. Ben, c'est encore drôle. Tu sais, sur la carte de bombardement, attaque, il y a une petite ligne. Fait que je peux pas faire du mêlée ou des assauts qui appellent dans le jeu avec une carte comme celle-là. Par contre, ma carte de volée, tantôt, j'avais le choix de faire une volée. Ou si je veux me salir les mains, si j'avais le choix aussi de faire un assaut parce qu'il y a une valeur écrite vis-à-vis attaque. Mais là, c'est le 25e régiment d'infanterie qui fait un assaut. Il y a 2d6 d'attaque. Fait que là, la force de l'unité qui attaque est importante. Fait que là, dans ce cas-là, c'est 2d6 plus la force de mon unité qui attaque contre la défense de l'unité qui est ciblée. Là. Fait que dans ce cas-là, on dit souvent c'est 2d6 plus 5 contre 8. Puis là, il y a tout un range d'outcomes, mais c'est quand même très bien fait et très bien réfléchi, je dois dire. D'abord, quelque chose qu'on voit crissement pas souvent, là, mais si le total de l'attaquant est inférieur au défenseur, bon, ben, tous les attaquants, on va voir comment il peut y en avoir plusieurs, là, tous les attaquants se bouffent un hit. Fait que ça, c'est dramatique en esti parce que c'est votre tour, c'est vous qui avez initié une attaque, c'est vous qui avez flobé des cartes esti, puis vous vous retrouvez que c'est vous qui pognez les hits. En cas d'égalité, il se passe fuck all, absolument rien. Si votre total est supérieur, mais il n'est pas au moins 2 fois supérieur au défenseur, ben là, à ce moment-là, c'est le défenseur qui choisit entre retraiter ou bouffer un hit. C'est au choix du défenseur. Fait que dans ce cas-là, puis retraiter dans ce jeu-là, c'est toujours, ça c'est très bien fait aussi, vous n'allez pas vous casser la tête 10 fois. Si vous pouvez retraiter vers votre board edge, c'est ce que vous faites. Sinon, la deuxième priorité, c'est de recruter sur les côtés. Puis si les deux côtés sont disponibles, par exemple comme ça ici, là. Si on était dans une situation comme ça, 8e régiment légère ne peut pas retraiter vers son board edge, donc doit retraiter sur un des deux côtés, puis c'est au choix du défenseur. Puis en toute dernière priorité, ça peut arriver des fois avec les manœuvres de combat puis tout ça. Si vous n'avez pas d'autre choix, vous pouvez retraiter vers le board edge de l'adversaire. Avancer, autrement dit, en le faisant. Euh, Si l'attaquant a au moins le double, mais n'a pas le triple du total du défenseur, c'est la même chose, mais là, c'est l'attaquant qui choisit. Est-ce que le défenseur retraite ou est-ce que le défenseur bouffe un hit? Quand on commence à pogner le 3 fois, alors là, l'attaquant a 3 fois le résultat, ben, il n'y a pas 4 fois. À ce moment-là, il fait les deux. Le défenseur bouffe un hit et le défenseur retraite. Puis en cas de 4 fois, c'est assez rare, là, mais en cas de 4 fois le total, là, à ce moment-là, le défenseur est complètement oblitéré. Là. Suite à un assaut, à moins que ce soit écrit sur la carte spécifiquement, là, n'est pas obligé d'avancer. Le défenseur, l'attaquant, je veux dire, si le défenseur a collissé son camp, l'attaquant est obligé d'avancer. Son momentum l'amène dans la case du défenseur, mais il y a certaines cartes que ça va être écrit Not required to advance. Puis là, à ce moment-là, si vous pouvez quand même avancer, mais si vous voulez, vous pouvez rester sur place. La twist qui rend ça intéressant, oui, c'est que, par exemple, puis j'ai cherché une carte du 8e légère dans le deck français. Voilà. Alright. Fait que la façon que ça marche dans la séquence, l'attaquant déclare son attaque avec une seule carte. C'est tout ce qu'il a besoin de dire pour l'instant. C'est qu'il dit, par exemple, j'attaque le 8e régiment légère avec le 25e infanterie régiment. Après ça, c'est au défenseur. Le défenseur peut jouer autant de cartes de cette unité qu'il a en main. Puis vous voyez, les cartes, c'est la dernière valeur qu'on n'a pas vue. Les cartes ont une valeur de défense. Fait que là, par exemple, le Français aurait pu jouer une carte du 8e régiment légère, il dit je joue une carte de défense, cette défense-là s'ajoute à son total. Fait que là, soudainement, il tombe à 13. Fait que là, non seulement bonne chance pour
battre ça. Bonne chance pour avoir le double de ça, qui est comme 26, là. Fait que tout est un petit peu exponentiel dans ce jeu-là, à mesure que vous augmentez la défense d'une unité. Là, si c'est tough en crise d'avoir le double, le triple, puis le quadruple. Mais dans certains cas, c'est là où l'attaquant, des fois, peut se faire prendre des culottes à terre. Puis il peut se dire, Câlisse, je suis même pas sûr que je vais réussir. Tu sais, si dans ce cas-là, le Prusse n'a pas d'autres cartes, là, ben là, 5 plus 2 d 6, il faut qu'il batte 13. Là. Fait que là, ça y prend 8 tout d'un coup pour juste égaliser. Là. Fait que là, c'est une chance d'une attaque qui pourrait mal tourner. Par contre, une fois que le défenseur a fait ça, puis il a dit j'ai terminé, je joue plus de cartes, on revient à l'attaquant et l'attaquant pourrait jouer d'autres cartes du 25e Infanterie Régiment. Fait que cette carte-là, par exemple, n'a pas de valeur d'attaque, mais imaginez qu'elle aurait, par exemple, 2d8 de valeur d'attaque. Mais là, le Prusse pourrait dire tiens, mon Chris, je joue ça en plus. Puis là, ça s'ajoute. On commence avec une petite poignée de dés là, ici. Là. Il part toujours à 5, mais là, il y aurait plus 2d6, plus 2d8. C'est comme ça que vous réussissez à faire des grosses attaques. Là. Fait que c'est très intriguant. L'attaquant se commet à une attaque en premier. Le défenseur peut jouer des cartes de défense en réponse. Mais après ça, on revient à l'attaquant pour dire à quel point ça va être une grosse attaque. Fait que, je trouve toujours ça intéressant, les jeux qui donnent un petit edge à l'attaquant pour encourager les joueurs à être moins gênés et à être moins un peu pissous, là, si on veut, par rapport à ça. Right, parlons des leaders. Leader qui est un type de carte. Fait que leaders qui peuvent avoir plusieurs valeurs quand même sur leur carte. Fait que d'abord, ils ont une valeur de combat. Les leaders peuvent être utilisés. C'est un peu comme des jokers dans n'importe quel combat, en attaque ou en défense. Vous allez tout simplement ajouter la valeur de combat à votre total. Les leaders ont aussi une valeur de commande, ce qui peut être calissement intéressant parce que dans une situation comme ça, par exemple, notre ami le duc de Brunswick, avec sa valeur de commande de 2, essentiellement, ça veut dire qu'il peut permettre à deux unités, un total de deux unités qui sont collées sur une unité, de participer à un combat. C'est un peu clumsy comme valeur, là. Le command, c'est le total. Okay? Fait qu'il y a des joueurs qui vont dire ben, ton command moins 1, c'est le nombre d'unités additionnelles que tu peux amener en combat. Parce qu'effectivement, que, si tu es rendu à utiliser un leader, ben, c'est parce que tu as au moins une unité qui est en train d'attaquer. Mais dans un cas comme ça, mettons, oubliez cette carte-là, je déclare une attaque ici, 2d6, une attaque qui a l'air boboche en apparence. Oups, je joue un leader, le duc de Brunswick. Les unités qui sont adjacentes à l'unité ciblée peuvent participer jusqu'à la valeur de commande du leader au total. Ça veut dire que même si j'avais une troisième unité qui était ici, malheureusement, le duc de Brunswick est trop poche pour permettre aux trois unités de se coordonner. Mais il permet à une autre unité, donc deux au total, de se coordonner. Puis là, ça peut être les grenadiers ici qui ajoutent le valeur de force qui est 8, Colis. Il est pas mal mieux que sa valeur de combat qui est ici. Puis si non seulement je peux faire ça, mais si je fais ça, puis là, les grenadiers ici font partie de la fête, ben les grenadiers aussi peuvent jouer des cartes pour augmenter le combat, pour avoir 2d8 de plus, 2d10 de plus. Fait que ça peut débouler vite en calice si vous avez des leaders. C'est très flavorful, les leaders sont pas mal égales à leurs compétences historiques. Là, Napoléon est un fucking stud, avec genre 4 de command, 5 de combat, je pense, puis même un rally rating qui est haut en sacrament. Là. Alright, l'autre chose qui est particulière, c'est. Puis j'en ai une carte d'eux autres. Oui. Fait que là, supposons que. C'est le même principe. Déclare une attaque, mais là, c'est les Tent Dragoons qui attaquent. La cavalerie qui attaque, bien souvent. Pour ne pas dire tout le temps, il faudrait que je confirme. Là. Fait que ça, c'est une petite belle carte. D'abord, c'est 2d10. Fait que c'est 6 plus 2d10, comparé aux 2d6 que j'avais avec l'autre infanterie. Mais on voit une nouvelle valeur qui est le Pursuit 1 à 3. Pursuit, ce que ça veut dire, c'est que si l'unité du défenseur crisse son camp, retraite, suite au combat, et que je décide de poursuivre dans son carré, je lance un d6. Si le résultat se trouve, c'est à peu près la seule fois, ben ça puis les rallyes, c'est à peu près la seule fois que vous voulez brasser bas. Je lance un D6, si le résultat est dans le range qui est là, j'inflige un dommage comme je poursuis Esti, puis je continue d'achaler les défenseurs, puis là à ce moment-là, ils seraient flippés. Ça veut dire que oui, si lors du résultat, là, vous avez pogné, mettons, le triple, puis là, vous avez infligé un hit et un résultat de retraite, puis vous décidez de poursuivre, vous pourriez infliger le hit définitif pour tuer cette unité-là avant qu'elle ait la chance de se reprendre. Puis si vous jouez plusieurs cartes d'une unité de cavalerie, vous avez droit à autant de jets de poursuite qu'il y a sur les cartes. Fait que si j'avais joué une deuxième carte des Ten Dragoons avec encore une valeur de poursuite, j'aurais pu brasser deux fois. Ça veut dire que même une unité flambant neuve qui retraite,
mais qui faisait face à deux cartes de poursuite. Si vous êtes mardeux avec vos jets de poursuite ou que vous avez de la particulièrement bonne cavalerie, parce qu'il y en a qui ont des jets de poursuite 1 à 4, peut-être même des fois 1 à 5, euh, vous pourriez infliger 2 hits à l'unité qui est retraite, puis elle était flambant neuve, ce type vient de crever, ce qui est quand même assez rare et assez frais. Là. Euh, Voilà. Après ça, c'est la phase de restauration. Dans la phase de restauration, vous avez le droit de restaurer une et une seule unité. Vous faites ça. Fait que supposons que les autres sont maganés. Vous faites ça encore une fois en défaussant une carte de l'unité en question. Fait que je pourrais dire, par exemple, je défausse une carte des Ten Dragoons et je les remets top shape ici. Puis là, vous aurez deviné, en tout cas, je vais faire une vidéo aussi de critique sur le jeu, là, mais déjà mon enthousiasme transparaît, je crois. Là. Mais je répète, les Ten Dragons ont 5 cartes dans tout mon deck. Alors, chaque fois que j'utilise une fucking carte pour les remplumer, c'est une carte que je n'aurai pas pour attaquer. Et à l'inverse, à chaque fois que j'utilise des cartes avec eux autres pour attaquer, c'est une carte que je n'aurai pas pour les remplumer. Il y a d'autres façons aussi de remplumer. Vous pouvez remplumer une et une seule unité maximum dans votre phase de restauration. Fait que pensez-y bien. Fait que le duc de Brunswick, qui vraiment avait pas grand-chose pour lui, il y avait peut-être un gros pénis, sait-on jamais. Mais au niveau de ses valeurs ici, c'est pas vargeux, là. Mais fait que la valeur de rally qui est ici, c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Fait que par exemple, mes Ten Dragoons sont maganés, je veux désespérément les remettre en shape. Mais par exemple, je n'ai pas de carte des Ten Dragoons. Je peux jouer un leader comme ma tentative de restauration dans mon tour, mais là, je dois lancer un D6, puis ça doit tomber dans le range qui est là. Fait que lui n'a qu'une chance sur 3 de réussir. Si ça fail, la carte est défaussée pareil. Puis tant pis, il a essayé de rallier les troupes, mais il n'a pas été très convaincant au final. Il y a d'autres cartes, là, on va finir là-dessus, là, mais je vais vous montrer les fameuses 20 cartes qu'on a, en plus d'avoir des leaders. Là, il y a beaucoup de cartes là-dedans qui reviennent. Supply, Withdraw, Forced March. Une carte de Supply, par exemple, peut vous permettre de restaurer n'importe quelle unité, puis c'est automatique. Mais ça permet de faire d'autres affaires aussi qui sont cool, fait que c'est quand même intéressant. Là. Fait que parlons-en de ces cartes spéciales-là ici. Ben, là, j'en ai mis un paquet ici. Ben, d'abord, rien que pour vous montrer, là, encore là, je ne vais pas m'acharner sur le duc de Brunswick, là, mais regardez-le côte à côte avec Von Blücher, qui a un rating plus haut de command, un rating plus haut de combat, a un rally de stud vraiment qui est de 1 à 5. Et une autre affaire qu'on n'a pas vu, le Pursuit Modifier. Ça veut dire que si Von Blücher appuie l'attaque d'une cavalerie, par exemple, si j'avais joué mes 10 Dragoons tantôt, euh, pour faire une attaque, puis j'avais joué Von Blücher pour avoir son plus 4 de combat ou pour utiliser son command pour impliquer d'autres unités qui étaient adjacentes. Le fait qu'il y ait un Pursuit mode, si les 10 Dragons poursuivent, ben là, encouragé par Von Blücher qui lui-même chevauche sa monture, là, j'ai -1 sur mon jet de Pursuit, ce qui est très bon, parce que j'essaye de rouler le plus bas possible. Toutes les autres cartes que je vais vous montrer, c'est des cartes que vous allez retrouver en certaines quantités. Fait que là, je vous montre une carte de supply. Il peut y avoir une nation qui a 4 cartes de supply, une autre nation qui a 2 cartes de supply. Là, ça va vraiment varier. On va y revenir plus quand on va faire la critique du jeu. Là. Mais supply, c'est un classique. Vous pouvez utiliser cette carte pour faire une des deux affaires suivantes. Fait qu'on commence par la deuxième, restaurer une unité qui a été réduite, n'importe laquelle, ou bouger une unité additionnelle dans la phase de mouvement. Que là, c'est important. Si vous voulez coller deux unités, vous voulez profiter d'une brèche peut-être pour avancer sur le territoire ennemi, voici la seule façon que vous pouvez bouger deux unités quand arrive votre phase de mouvement. Withdraw, c'est crapaud. Fait que l'unité du défenseur retraite finalement après qu'une attaque a été déclarée, mais avant que les dés aient été lancés. Aucune autre carte défensive, évidemment, peut être jouée parce qu'au final, il n'y aura pas de combat. Fait que, tu sais, vous anticipez, là, votre unité. Ça sent le roussi un petit peu. Par exemple, là, je suis le français, là, puis je suis entouré comme ça, puis j'ai pas vu beaucoup de leaders, là. Puis là, le Prusse joue une carte encore là avec ses 10 Dragons, là. Chris, you know what, là, je commence à sentir un petit peu la choupe chaude, je joue withdraw, puis je recule. OK? C'est quand même considéré une retraite, c'est-à-dire que les 10 Dragons peuvent avancer, puis les 10 Dragons peuvent faire un jet de poursuite suite à ça. Là. Mais le combat se termine autrement. Le Prusse n'aurait pas le temps de jouer d'autres cartes d'attaque pour booster son attaque. C'est comme l'unité s'est poussée avant ça. Marche forcée, n'importe quelle unité que vous êtes en train de bouger, ce tour-là peut bouger d'une case de plus. Donc 2 cases pour l'infanterie, puis 3 cases totales pour la cavalerie. Guérilla permet de. C'est une carte que vous jouez en réaction. Ça permet d'annuler une carte de supply, une carte de marche forcée qu'on vient de voir, une tentative de renfort. Ce qu'on appelle une tentative de renfort, c'est justement de jouer une carte pour dire
Comme j'ai fait tantôt, j'attaque avec 2d6 puis je joue une autre carte pour jouer 2d10 de plus. Non, 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 t'as une minute. Je joue guérilla, ta deuxième carte de 2d10. Fuck that, si tu te défausses. Parce que là, tu t'es victime de guérilla, t'ont harcelé puis tout ça, puis t'es pas capable de faire ça. Readout, vous jouez ça pendant votre phase de restauration. Vous placez un petit marqueur de readout qui ressemble à ça sur l'unité. Ça va y ajouter 3 de défense over and above le terrain. Ça veut dire qu'un readout dans un village, par exemple, qui ajoute déjà plus 3 de défense, ajouterait plus 6 de défense au total. C'est tough en asti de vous tasser de là. Le readout, par contre, dès que vous collissez votre camp, il disparaît. Il n'est pas disponible pour votre adversaire. Puis encore, vous ne fiez pas à la petite image classique là, qui semble montrer que ça défend juste d'un côté. Le readout vous défend tout le tour. Il n'y a pas de principe de facing dans ce jeu-là. Puis là, des cartes peut-être un petit peu plus compliquées, là, mais tu sais, Skirmish, c'est un peu l'équivalent de Withdraw, mais pour l'attaquant. Tu sais, des fois, comme attaquant, vous allez dire ah, je t'attaque, si j'ai des bonnes chances. Puis là, soudainement, le défenseur ah ouais, mon Chris, ben, teint plus 5 de défense, teint plus 4 de défense, teint plus 3 de défense, tabarnak. Fait que là, vous jouez Skirmish, que vous jouez après toutes que les cartes défensives ont été jouées. Vous prenez votre unité qui attaque, vous pouvez la bouger de 2 spaces dans n'importe quelle direction. Puis vous reprenez même la carte de combat que vous avez utilisée pour initier le combat. Puis vous la ramenez dans votre main. Seulement la carte de combat que vous avez utilisée pour initier, de toute façon, de côté timing, vous avez joué votre première carte de combat, lui a joué un paquet de cartes défensives, puis c'est là le timing pour jouer skirmish, de dire, oh, on call off l'attaque, on bouge peut-être un petit peu, puis on ramasse la carte pour faire une autre attaque plus tard. Puis comme méthode d'attaque, quand c'est très important, vous ajoutez 2d6 à votre jet de combat sur une attaque que vous initiez. Vous jouez ça évidemment comme d'habitude après que toutes les cartes défensives ont été jouées. Par contre, l'unité qui attaque va être réduite à la fin du combat. Fait que c'est un pensez-y bien, là, mais des fois, si vous pensez que ce 2d6-là peut faire la différence entre avoir 3 fois ou 4 fois le total du défenseur, ça peut être important. Là. Fait que voilà, c'est la majorité des règles de maneuver. Le reste, comme on dit, on va l'apprendre à la table au fur et à mesure qu'on va jouer. Manquez pas le prochain vidéo que je vais faire sur ce jeu-là où je vais vous donner dans plus de détails ma critique du jeu. À plus.